Moi je sais, vous n'avez rien à faire là. Vraiment? Vraiment, oui, je vous assure. Ce n'est pas votre place dans votre état. Vous devez être hospitalisé. On va leur mettre la pression, ils n'auront plus le choix, ça va choquer tout le monde qu'on vous laisse enfermer là, alors que vous êtes malade. C'est grave, vous comprenez? C'est de la non-assistance à personne en danger. Et l'État est coupable. La justice aussi. Ils n'ont pas le droit de vous laisser là. Personne ne mérite ça, monsieur Ferreira, même pas vous. Je suis née en Camargue, dans une petite commune à côté d'Arles, Ouais. qui s'appelle Générac. Donc j'ai vécu toute mon enfance en Camargue et je le dis, c'est pas gratuit. Je le dis parce que certains de mes personnages ont des caractéristiques parfois, pour ceux qui connaissent la région, qui peuvent être associés à ces personnages-là, un peu gitans. Je pense au personnage de Marcos, que j'ai pu croiser dans mon enfance en fait. Donc voilà, j'ai vécu à Nîmes ensuite, une prépa Sciences Po à Aix-en-Provence. Et puis je suis venue à Paris pour travailler dans les médias. J'ai été recrutée par France 5 et l'équipe d'Ali Bedou, où je travaille aujourd'hui, l'émission s'appelle C'est l'Hebdo. C'est la version week-end de C'est à vous. Voilà, qui est une émission d'actualité, de débat, au sein de laquelle j'ai une chronique qui s'appelle Retour vers le futur. Et le pitch, c'est l'actualité d'aujourd'hui vue par celle d'hier. Je suis une grande lectrice. J'ai l'impression d'aimer beaucoup de styles différents, beaucoup d'auteurs différents, beaucoup d'italiennes plutôt. Je pense à Sylvia Vallone, à Elena Ferrante, même pour les plus populaires, mais aussi des auteurs américains de type même Steinbeck, que j'adore. Donc voilà, j'ai pu apprécier beaucoup de styles et je pense que j'aime les romans denses déjà en tant que lectrice. J'aime qu'on puisse s'installer dans un livre, j'aime qu'il soit gros, esthétiquement déjà aussi. Ensuite, il me fallait une histoire. Cette histoire, je ne suis pas allée la chercher, puisque j'étais déjà dans ma vie, tout se passait bien, mais j'étais un jour en terrasse avec une amie qui me dit tu sais, mon oncle, il est parti en prison. Bon, je dis mais comment ça se fait? C'est ce monsieur que j'avais vu à ton baptême de ton fils, tout ça. Il me dit oh ouais, tout à fait. Donc je ne croyais pas mes oreilles. Je me dis mais c'est pas vrai, cet homme, ça peut être mon père, mon oncle, il a exactement la même tête, la même attitude, il est chef d'entreprise, tout va bien pour lui, a priori. Et il se retrouve là-bas. Ce que je fais, c'est que j'appelle cet homme en prison sur son portable et je lui demande s'il accepterait de me raconter son histoire. C'est vraiment une curiosité, je dirais même déjà humaine et ensuite journalistique, qui est de se dire comment c'est possible. Ça me donne le vertige en fait au départ. Je me dis mais ça me fait peur et en même temps ça m'intrigue. Et c'est pas vrai, comment ça peut arriver un truc comme ça aussi vite, un déclassement pareil d'un type a priori top quoi, tout allait bien. Et je me dis, c'est pas vrai. Donc je l'appelle, on commence à discuter, il me dit ok, il était en fin de peine, et on s'est retrouvés dans un hôtel parisien tous les jeudis pendant 2 mois. J'ai recueilli ses témoignages, ça allait très vite. Je dirais qu'on passait pour des sessions de travail, c'est rapide, mais on faisait quoi, 2 heures maximum, où lui parlait. Moi j'avais mis mon dictaphone pour écouter tout ça, mais j'avais coutume d'écrire juste après nos sessions 2-3 heures d'affilée encore, porté par justement l'empathie qui nous liait, l'énergie qu'il avait lui, et ce qu'il avait à raconter qui était très éprouvant pour moi à recevoir, mais à la fois complètement passionnant quoi, pour qui veut écrire. Toutes les fictions de série, Prison Break, tout ça, on aime avoir des héros qui sont des meurtriers, des voleurs, enfin voilà, qui est quelque chose de beaucoup plus effrayant en fait pour les citoyens lambda. Or là, c'est lui-même le citoyen lambda, et c'est ça qui donne un peu le vertige. Moi, nos entretiens, très simplement, la personne de Max est quelqu'un de très factuel, pas du tout à se livrer en termes émotionnels. Donc moi, j'avais une série de faits. Il me disait voilà comment ça se passe, et c'est peut-être ce qui rend le côté document, effectivement, dans le roman. Lui me disait ah mais ça, tu sais, tu as ça, ça se passe comme ça, l'alcool, ça c'est possible, voilà. Donc c'était me décrire vraiment pragmatiquement ce qui lui est arrivé. Je crois que c'est moi qui ai mis l'émotion que j'ai ressentie, puisqu'il y avait évidemment son discours officiel qui était celui de me dire voilà comment ça se passe, mais ce que je sentais en deçà, pour moi, était encore plus intéressant, très lourd, qui était de l'ordre évidemment du traumatisme, de l'expérience qui le marquera à vie. Et voilà, c'est ça qui m'intéressait, c'était de lier le côté informationnel, le côté naturaliste, on pourrait dire aussi, à l'émotion, la fiction et le romantisme au sens large. Ce qui s'est passé pour lui, ce que ça a créé comme bouleversement.
fait, quand j'écris ce roman avec Max, se déroulent, c'est les prémices de la réforme carcérale engagée par Emmanuel Macron. Et je suis donc reçue dans ce cadre, puisque je demande à assister à un audit par la présidente de la commission des lois, Madame Yael Braun-Privé, et j'assiste à un audit. Et j'en ressors extrêmement déçue, puisque j'y suis allée avec Max. Et voilà, je me suis rendu compte que c'était quand même assez compliqué à gérer sans doute pour eux, c'est évident. C'est une réforme qui est structurelle, qui est monstrueuse. Michel Foucault en parlait, Michel Perrault en parlait encore plus récemment. Repenser la peine en France, c'est une urgence qui ne cesse d'être une urgence, mais qui est sans cesse recalée. On construit des prisons, on n'a pas besoin de construire de nouvelles prisons, on a besoin de se poser la question de la durée de la peine et de la peine elle-même. Est-ce qu'un homme comme Max qui a fraudé sur quelques milliers d'euros a besoin de se retrouver en prison pendant 1 an? Mon point de vue, c'est que non. Il y a des alternatives, d'autres pays ont trouvé ces alternatives, je pense à la Finlande, les pays d'Europe du Nord, voilà. Nous non. Franchement, on a un système là-dessus carcéral qui est archaïque, qui est dangereux et qui est indigne d'une démocratie, et particulièrement de la démocratie française, moi je le crois. Quand on se lance dans un sujet comme ça, on n'a pas de limite. J'ai pas de barrière autour de moi. Aujourd'hui, il y a des prisonniers qui m'écrivent parce que voilà, et je suis en contact avec eux. Je vais faire des visites dans les prisons aussi. Donc, et pourtant, rien ne me destinait à quelque chose comme ça. Donc, voilà, je vais là où ce combat effectivement m'emmène, qui n'était pas du tout a priori le chemin voilà, que j'allais suivre avant. Pour autant, je ne sais pas comment je peux être utile. Débattre, en parler, faire part de tout ce que j'ai entendu et de ce que j'ai comme conviction. Après, je ne sais pas matériellement, pragmatiquement comment tout ça va se dérouler, mais oui, c'est une situation qui me bouleverse, qui me touche. L'avantage du roman, pour moi, était déjà d'embarquer les gens, qu'ils se laissent embarquer dans la peau de Max et dans ceux de tous les personnages alentour. Et qu'il y ait aussi cette dimension émotionnelle, qu'il y ait cette notion d'empathie qui bien souvent fait défaut au pur document, quoi. Voilà. Mais après, je suis loin d'être la première à user de ce genre de style, puisque voilà, pour les plus grands et les plus connus, évidemment, Zola faisait ça, Jack London faisait ça. Voilà, on travaille aussi avec une base qui est l'être humain, une condition sociale, sociologique, un instant politique dans un pays aussi. Et voilà, c'est aussi la matière du romancier, je crois. Ma plus grande source d'inspiration, c'est une auteure italienne qui s'appelle Silvia Avallone, qui a écrit un livre qui s'appelle D'Acier. Ça se passe à Piombino, dans le sud de l'Italie, et c'est une écriture à la fois sociale, émouvante, très intelligente, très politique, je trouve. Et cette femme, elle n'est pas beaucoup plus âgée que moi, elle doit avoir 35 ou 40 ans maximum. Et elle écrit en fait sur le monde ouvrier, dans une aciérie face à l'île d'Elbe, et avec tous ces gens qui voient et qui rêvent de l'île d'Elbe sans jamais pouvoir y avoir accès. Et cette espèce d'aciérie qui dirige leur vie, qui rédige tous leurs gestes, et leur capacité à transformer leur quotidien, à se dépasser. Je crois qu'elle m'a beaucoup inspirée pour écrire Laissez-nous la nuit, parce que c'est comment l'humanité se débat dans un endroit où tout en est dépourvu, ou du moins elle est contrariée, contrainte, comment l'être humain arrive à s'inventer malgré les contraintes sociales, économiques, politiques. Et ça, moi, ça me fascinera toujours, de regarder les gens se débattre et s'inventer, même là où il y a de la difficulté, quoi. Alors, ils n'ont pas du tout touché au style. On a épuré, parce qu'il y avait beaucoup de choses, et que chaque auteur sans doute a sa technique, mais moi j'écris beaucoup avant d'avoir un bloc. Comment vous dire? C'est comme si je chauffais une pièce avant de pouvoir y être. Donc je vais écrire jusqu'à trouver l'idée, le concept de ce chapitre, et pouvoir ensuite dérouler. Et souvent, les commencements sont un peu mous. Donc voilà, effectivement, se débarrasser des scories, de ce qui n'est pas essentiel et pas assez fort, et pour le coup, il y en a encore 614 pages. Donc voilà, mais oui, ils m'ont beaucoup aidé, ils m'ont beaucoup conseillé en disant là, tu peux aller droit au but, ça c'est pas forcément nécessaire. Mais j'ai aussi choisi Grasset parce que d'autres auraient voulu supprimer certains personnages en disant il faudrait qu'on suive que Max, mais je tenais absolument à ce que ce soit ce roman choral où il y ait toutes ces identités en même temps et ces nombreux personnages qui, pour moi, faisaient l'intérêt du livre. Et ce que j'aime aussi chez les autres auteurs, quoi.
l'époque m'aide un peu en termes d'image parce que je pense qu'il y avait des femmes dans les années 60-70 qui sans doute étaient capables d'avoir les mêmes réflexions. Je pense que Perrault et d'autres même beaucoup plus brillantes. Mais je pense qu'aujourd'hui aussi, voilà, on a compris, après MeToo, après plein de choses, qu'heureusement on avait des femmes qui avaient des choses à dire. Et la rentrée littéraire en est la preuve. Des dames comme, voilà, que ce soit Vanessa Springora, Victoria Mas, Leila, Slimani, voilà, il y a beaucoup de gens, beaucoup de femmes qui ont beaucoup de choses à dire sur la société. Donc, moi en fait, la chance que j'ai, c'est que je ne me suis pas posé la question, vu que je n'ai pas vécu avant ce monde de monopole masculin intellectuel. Voilà, je vois bien que ça marche, que je suis reçue, qu'on m'écoute, que ça intéresse. Donc je ne suis pas méfiante vis-à-vis de ça ou en colère, quoi. J'ai l'impression d'avoir ma tribune, ça va. Et donc ça fait quoi d'avoir son nom sur la couverture? C'est magique, c'est un peu magique.